Bonsoir. Plusieurs sujets d'intérêt public focalisent l'attention des Béninois en cette période. Les discussions vont dans tous les sens et à des moments donnés, des citoyens ne savent plus où se situe la vérité. Pour permettre à l'opinion publique d'avoir une idée claire de l'action gouvernementale, nous recevons dans ce studio M. Wilfried Léon Hongbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci d'être dans ce studio pour répondre aux différentes préoccupations des populations. L'émission est en synchronisation sur Radio Carrefour à Boycon et sur Royal FM à Abomey. Roland Taumont assure la partie technique. Au micro, je suis Nathalie Alochepa. L'émission sera co-animée par Alain Bokovo de Royal FM à Abomey. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Raoul Arwandissi de Radio Carrefour va s'occuper de la traduction en langue nationale Fongbe. Bonsoir. Les auditeurs pourront intervenir en français comme en langue nationale Fongbe pour faire part de leurs différentes préoccupations en composant le 96 96 17 00 ou le 95 76 95 85. Monsieur le porte-parole du gouvernement, tout le plateau historique d'Abomey vous souhaite la bienvenue. Je salue le plateau historique d'Abomey et c'est un plaisir immense d'être avec vous. La situation avec notre voisin du Niger reste toujours tendue depuis près d'un an. Les deux anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Ayi ont démarré un processus de médiation qui les a conduits chez le général Tiani au Niger et chez le président béninois Patrice Talon. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation entre le Bénin et le Niger ? C'est à titre de rappel qu'il faut dire que le Bénin, notre pays, n'a aucun problème particulier avec le Niger. Chacun de vous connaît l'actualité et a suivi et sait que nous avons, dans le cadre de notre appartenance à la CEDEAO, appliqué les mesures que la CEDEAO a édictées conformément à ses valeurs et principes qui prohibent l'irruption de militaires sur la scène politique, la prise de pouvoir par les coups d'État. Et que quand cela intervient, la CEDEAO demande généralement à ceux qui ont fait de retourner le pouvoir au civil, de rétablir l'ordre constitutionnel. Cela s'est passé au Niger le 26 juillet 2023. La CEDEAO s'est réunie quelques jours plus tard, le 30 juillet, et a édicté des sanctions. Tous les pays membres de la CEDEAO étaient à Abuja. Le sens de responsabilité, le respect de la parole donnée, exige aux États d'appliquer les mesures. Et c'est ce que nous avions fait. Après, au bout d'un certain temps, le président de la République a observé que les sanctions prises n'avaient pas produit les effets escomptés sur les militaires, mais que les populations, notamment nigériennes, payaient un lourd tribut à ces sanctions. Et c'est lui encore qui allait plaider en premier pour dire, regardons la situation en face. Est-ce qu'il ne faut pas lever ces sanctions parce que les effets sur la population sont autrement douloureux? La CEDEAO l'a suivi, les sanctions étaient levées et conformément à ce que nous avions toujours dit, le jour où la CEDEAO a décidé de lever les sanctions, le Bénin a ouvert les frontières. Les autorités nigériennes, pour une raison ou une autre, connaissant très bien les principes, et je vais rappeler ici que sous le président Yahi que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a eu un coup d'État au Mali avec le capitaine Ibrahim Sanogo ou Moussa Sanogo, Ibrahim Sanogo. La CEDEAO a pris des sanctions défendues à l'époque par le président Yahi. Les Nigériens, membres de la CEDEAO, ont appliqué les sanctions. Donc il n'y avait rien de nouveau. Le contexte qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de populisme ici et là dans certains pays et il y a certains vendeurs d'illusions qui se font passer pour des panafricanistes pour faire croire aux gens ce qui n'est pas. Et tout cela mis ensemble a fait qu'ils ont essayé de trouver des alibis, des arguties parfois pour peindre notre pays comme un ennemi du Niger en disant que nous abritions des bases militaires françaises, que nous formions des terroristes ici pour aller agresser le Niger, et chacun peut en déduire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Nous avons chaque fois démontré que les affabulations qui étaient émises n'avaient aucun sens, aucun fondement. La preuve en est même que quand on nous accuse d'abriter des bases militaires françaises et qu'il n'y aurait plus de relations ici, mais le Niger partage 1175 km de frontières avec le Tchad,
qui historiquement et aujourd'hui encore abrite une base militaire française au moins. Et les Nigériens ne pensent pas que les Français qui sont en N'Djamena pourraient venir leur nuire. Ils pensent que les Français qui ne sont pas au Bénin pourraient venir leur nuire. Donc vous voyez, dans cette ambiance-là, le Bénin a toujours dit et clamé sa disposition d'esprit à faire en sorte que les relations entre les deux pays et entre les pays qui nous entourent en général, que les relations soient des plus cordiales, que les populations coexistent pacifiquement, parce que nous sommes souvent les mêmes peuples de part et d'autre de la frontière. Et nous avons, notre gouvernement, nous avons fait et nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les autorités nigériennes comprennent qu'elles se sont méprises sur nous ou que ce que certains peut-être vont leur faire croire et elles innocemment croient, leur fait savoir que cela n'existe pas. Si dans ce contexte où ces autorités se hâtent lentement de comprendre et d'ouvrir à leur tour la frontière pour que les populations vaquent librement à leurs occupations, des acteurs privés comme les anciens chefs, nous, on n'a rien contre. On a observé, c'était une démarche particulière, il n'y a pas eu de mission. Donc le chef d'État ne les a pas envoyés en mission. C'est leur démarche. Le chef d'État en a pris acte. Ils sont passés rendre compte. Avant de partir, je précise qu'avant de partir, le président Soglo a parlé avec le président de la République. Et au retour, il était de bon ton pour lui et pour le duo d'aller lui rendre compte de ce qu'ils ont fait. Nous avons pris acte et nous espérons que les autorités nigériennes, que ce soit du fait de cette action ou ultérieurement ou grâce à l'intervention de tel ou tel autre, nous espérons qu'elles finiront par comprendre qu'elles se sont toujours trompées sur nous et qu'elles n'avaient pas de raison objective d'adopter l'attitude qu'elles ont adoptée jusqu'ici. La situation actuelle crée des dommages aux partenaires chinois. Est-ce que le Bénin sera amené à payer des dommages? Non, le Bénin n'a pas de problème avec la Chine. Et nous, dans le cadre de ce partenariat tripartite, nous avons régulièrement fait ce que le contrat nous impose. Donc les Chinois savent que le Bénin ne les empêche pas d'exploiter le pétrole pour lequel le pipeline a été construit. Nous n'avons aucune responsabilité dans le blocage de cela. Pour le port autonome de Cotonou, le directeur est monté au créneau pour dire qu'il y a baisse du trafic. Est-ce qu'il y a de quoi craindre le pire? Non, le directeur vous a dit, le port tourne toujours et nous sommes actuellement en train de faire des travaux pour renforcer les infrastructures au port afin de le rendre encore plus performant. Et le DG a dit que sur la période, il a observé une baisse de l'ordre de 10 à 15% sur l'activité du port. Sur l'activité. Mais vous devez être rassuré de savoir que le port qui est considéré comme poumon de l'économie tourne toujours. Depuis un an, parce que le 30 juillet, ça fera un an, depuis un an, vous n'avez pas entendu qu'on a eu des difficultés à payer les salaires. Vous n'avez pas entendu que les projets qu'on a ouverts ici et là dans le pays se sont arrêtés. Non. Et Dieu sait combien de projets majeurs il y a dans le pays. Nous avons travaillé à la résilience de notre économie, à moderniser le port. Et ça, c'est aujourd'hui les avantages qu'on peut mettre en avant en ce qui concerne la gestion déléguée qui est en cours. Parce que l'objectif de cette gestion déléguée, c'était de rendre le port plus performant, d'améliorer sa gouvernance, ce qui est chose acquise aujourd'hui. Et je peux vous dire que sur les 3 derniers exercices, le bilan du port était positif. Cumulé sur les 3 années, nous avons plusieurs milliards de bénéfices. Avant 2016, le port ne produisait plus de bénéfices. Il n'apportait pas directement de l'argent dans la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le port est revenu dans le cercle vertueux de la bonne gouvernance et contribue au budget national. Donc oui, nous avons besoin de l'argent. Que ce soit 10 francs, que ce soit 100 francs, que ce soit 1000 francs, que ce soit 1 million, que ce soit 1000 milliards, nous avons besoin d'argent. Donc je ne vais pas dire que les 10 ou 15% de fluctuations que note le DG ne sont pas importants. Tout argent que nous pouvons gagner en travaillant, en offrant des services et prendre cet argent pour améliorer les conditions de vie de nos populations, il est important pour nous. Et c'est pour ça que nous avons bon espoir que les autorités nigériennes finiront par comprendre que les activités vont reprendre. Mais fort heureusement, je réitère, nous avons travaillé à diversifier nos partenariats, à rendre notre port plus dynamique, plus compétitif. Autrement, peut-être que l'impact ne serait pas aussi réduit que ce qu'on a entendu. Justement, c'est vrai que notre pays, le Bénin, a une certaine capacité de résilience. Est-ce que l'espoir est permis avec toutes les démarches que nous constatons
puisque vous êtes censé être un peu dans le secret des choses avec la démarche des deux anciens chefs d'État, le compte rendu, est-ce que d'ici là, on peut espérer que les choses vont rentrer dans l'ordre ou on va se remettre à la providence? Non, ces choses ne dépendent pas de nous. Ce que nous avons à faire, nous l'avons fait. S'il reste encore quelque chose qu'on nous montre qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait, on le fera parce qu'on n'est pas en guerre avec nos frères du Niger. Notre pays n'a aucun problème. Nous, on n'a aucun problème. Regardez, quand les Nigériens disaient que oui, il y a des bases militaires françaises pour aller les attaquer. Mais au Niger, il y a toujours une base militaire française. Et il y a même présence américaine. Mais le Bénin n'a jamais dit que le Niger veut l'attaquer avec ses bases. Aujourd'hui, au Niger, ils ont des partenaires russes et turcs. Le Bénin ne dit pas, avec Wagner, vous voulez nous attaquer. Nous, on ne dit pas ça. Parce qu'on considère que le pays est souverain. Il fait les choix qui lui conviennent pour le bien de ses populations. Nous aussi, nous faisons les choix qui nous conviennent. Nous, on a décidé d'investir pour construire de petits camps militaires. Les bases opérationnelles avancées. C'est ça que les militaires, les Nigériens disent qu'on a des bases françaises. Or, nous, regardez bien, décembre 2022, devant l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon avait déjà annoncé publiquement que nous étions en train de construire ces bases dans le cadre de notre programme de lutte contre le terrorisme. Décembre 2022. Et c'est en juillet 2023 que le coup d'État intervient et pour justifier après le maintien de la fermeture, plus d'un an après, parce que les sanctions duraient un certain temps, on a levé, et c'est quand on a levé qu'eux refusent d'ouvrir, qu'ils disent qu'il y a des bases chez nous. Ce qu'on a annoncé nous-mêmes publiquement, que nous sommes en train de faire avec notre argent, et ils disent que ce sont les autres qui font. Donc nous, on est prêts demain, s'il y a quelque chose qu'on doit encore faire comme effort, et qu'on nous dit, il reste cet aspect que vous avez oublié, vous n'avez pas fait, on le ferait parce qu'on n'est pas en guerre, on veut que les peuples cohabitent pacifiquement, que les Béninois puissent aller au Niger, que les Nigériens puissent venir ici, parce que regardez, quand le Niger dit, avec le Mali, avec le Burkina, qu'on va sortir de la CEDEAO, s'ils créent effectivement leur association et qu'elle est viable, et qu'ils formalisent leur départ de la CEDEAO, vous savez ce que ça implique? Ça implique que le Béninois qui est à Malanville, pour aller au Niger, il faut qu'il prenne visa. Le Nigérien qui est à Gaïa, pour venir à Malanville, il faut qu'il prenne un visa. Alors que dans le cadre de la CEDEAO des peuples, la libre circulation des personnes et des biens est une chose effective et qu'avec votre simple carte d'identité, vous pouvez aller dans tous les pays de la CEDEAO, aller et venir. Mais désormais, il faudra faire des formalités et il leur faudra conclure des accords spécifiques avec chacun des États membres de la CEDEAO et avec la CEDEAO éventuellement. Donc vous voyez, nous, on ne voudrait pas que la vie se complique pour nos populations. C'est pour ça que nous sommes dans une démarche d'humilité, mais pas d'humiliation de notre pays. Le mois dernier, le marché Cadéron a ouvert ses portes pour le démarrage des activités marchandes. Les autres marchés vont suivre les semaines à venir jusqu'à l'ouverture du dernier marché moderne construit sous le régime selon les explications de la directrice générale de l'ANAGEM. Dites-nous comment ces marchés vont fonctionner. Ils vont fonctionner conformément à leur statut. Vous avez vu vous-même, vous l'avez souligné, ce sont des marchés modernes avec toutes les commodités qu'il faut. Dans ces marchés, et si demain il y a une menace d'incendie, le dispositif est en place pour gérer. Les usagers du marché, les marchands qui sont installés dans ces marchés ont une commodité véritable pour vendre. Vous avez des boutiques aux normes, vous avez des centres éventuellement pour les soins, des restaurants parfois. Donc c'est vraiment moderne. Et on veut faire en sorte que nos femmes, parce que si on aime nos femmes, nos mamans, nos sœurs, et qu'on pose des actes pour le leur montrer, ça vaut toujours mieux que de les flatter tous les jours. Il paraît que les femmes aiment ça. Les gens, ceux qui les flattent et qui leur mentent. Si quelqu'un vient vous voir, madame, et vous dit tous les jours, madame, vous êtes belle, je vous aime parce que vous êtes belle, et tous les jours vous entendez ça, ça va flatter votre ego. Vous allez sourire. Mais si les actes ne suivent pas, il sera fatigué. Voilà. Mais si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui il vous regarde, il trouve que vous êtes belle effectivement, et il ne vous dit rien. Mais il s'arrange, il se débrouille pour voir où vous habitez. Et puis, mais quand il vous a vu, il voit que chaque fois, vous prenez les émigrants. Il se dit non, une belle femme comme ça, elle n'a plus l'âge d'aller en zémi. Et un jour vous rentrez, on dit que cette personne qui vous admire secrètement peut-être est passée, et c'est pas un voleur, c'est pas un gaiman. Tout le monde le connaît comme quelqu'un de sérieux. Je vais dire peut-être c'est un professeur ou c'est un menuisier mais bien réputé dans le quartier. Et il vient, il dépose une moto, il dit à vos parents, j'ai acheté ça pour la jolie tata que je vois ici, vous l'aidez. Ça va vous frapper plus, n'est-ce pas?
Le président Talon ne se promène pas dans le pays tous les week-ends pour aller voir les populations, leur perdre du temps. Mais il s'emploie à régler les problèmes. Et il a dit que nos mamans méritent qu'on améliore le cadre de leur activité commerciale. C'est pour ça que le programme de ces nouveaux marchés a été élaboré et qu'ils sont exécutés, les marchés. Maintenant, ils vont être gérés conformément à ce que leur statut exige, avec le sérieux, avec la rigueur qu'il faut pour que l'entretien soit au rendez-vous afin que ces infrastructures soient durables. Vous voyez bien vous-même la différence. On est à Boycon ici, pas loin d'Abomey. Quand on voit le Hunjiro d'aujourd'hui à ce que Hunjiro était, on voit la différence tout de suite. Et je sais que nos mamans, nos femmes, nos sœurs qui y vendent, nos frères, nos parents, ils sont tous contents de ça. Parce qu'ils sont contents, ils voudront qu'on entretienne ce marché. Ils voudront que dans 20 ans, dans 30 ans, on continue à montrer ce marché comme une infrastructure de qualité. Que la nature de cette infrastructure fasse que des gens viennent à Abomey et disent « Mais j'ai connu Hunjiro avant. » Comme on nous dit aujourd'hui, il ne faut pas déplacer dans Tokpa. Les gens qui ont connu Hunjiro il y a 50 ans, s'ils viennent aujourd'hui, vont dire « Non, ce n'est pas la même place. » Pourtant, c'est la même place. Et on a fait. Donc, il y aura le sérieux. Il y aura la rigueur. Vous aviez entendu peut-être. Nous, on a entendu en tout cas. Il y a quelque temps, des gens ont blagué nos mamans en leur disant « Monsieur Talon n'a pas fait ces marchés pour vous. » Parce que quand on regarde ces marchés-là, on pense qu'il va vous exiger le BPC pour aller vendre. Ou bien on va vous dire de payer les places à 50 000, 100 000, 300 000. On a entendu, on a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous avez vu vous-même. Mais on n'en est pas là. Est-ce que quand on a voulu remettre les dames à Kadjaou, on a demandé à quelqu'un de montrer s'il a le CP ou le BPC? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'on lui a demandé de payer 50 000, 30 000, 200 000 pour les places? Ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. Monsieur le porte-parole, vous connaissez notre sociologie. Les mercredis soirs, les week-ends, l'enfant doit aider sa maman à vendre peut-être au marché. On apprend que la vente à la criée est interdite. Non, vous dites la vente dans les marchés, on a mis le dispositif, les étals, de façon que vous n'avez pas besoin de vous promener dedans pour aller vendre. Non, vous n'avez pas besoin de vous promener. Et les couloirs de circulation sont connus. Les clients qui vont passer, les acheteurs qui vont passer, ils voient les étals, ils savent exactement dans quel secteur ils veulent aller. On a dit que c'est moderne. On change les habitudes. S'il y a un endroit dans le marché où on vend le crin-crin, s'il y a un endroit où on vend la tomate, s'il y a un endroit où on vend le poisson, s'il y a un endroit où on vend les pagnes, les chaussures, vous savez que c'est là. Et vous y allez. Dans ces marchés, on a dit qu'il n'y aura plus le travail des enfants. On n'a pas dit que les enfants ne vont pas aider leurs parents à la maison. Au marché, dans nos marchés, habituellement, ce qu'on voit, c'est que nous avons des parents, nos papas, nos mamans qui vont dans ces marchés, qui parfois utilisent des enfants. Or, le droit des enfants, le droit international dit que les enfants doivent aller à l'école. Quand ils ont été à l'école jusqu'à un certain niveau et qu'ils sont fatigués, ils ne peuvent plus, ils doivent apprendre un métier. Leur travail, leur place n'est pas à travailler pour chercher de l'argent. Ils peuvent aider les parents. Mais aider les parents, ce n'est pas en allant vendre dans le marché. Si au quartier, papa, maman a quelque chose à lui commander, oui. Si l'enfant est au marché, assis à côté de sa maman, en train de voir comment elle fait, c'est pas un problème. Cet enfant, il est en vacances, peut-être, et il aide sa maman, il vient regarder comment elle fait. Ça ne gêne personne. Mais l'enfant, on ne va pas le voir avec plateau sur la tête, en train de circuler dans le marché pour dire qu'il est en train de vendre. C'est ça qu'on refuse. Ça veut dire qu'on aura les forces de l'ordre à l'intérieur? Les forces de l'ordre n'ont même pas besoin d'être là. On sait que les parents comprennent. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Toutes les mamans de Boycon, toutes les mamans d'Abomey veulent que les enfants deviennent des médiumés. Vrai ou faux? C'est ça. Elles veulent que les enfants aillent à l'école, qu'ils deviennent de grandes personnes. C'est pas vrai. Hier, on disait, l'enfant, il va aider au champ. Mon papa a vécu ça, avec son papa, avec sa maman. Moi, mon grand-père, il vendait au marché. Moi, même enfant, j'ai été le voir au marché, parfois au village. J'ai vécu ça. Mais mon papa, ses frères et sœurs, les jours de marché, ils devaient transporter les bagages. C'est pas la même chose. Si ma maman va au marché et qu'elle me demande de l'aider à amener des choses au marché, j'aide ma maman. Mais on dit, si vous n'avez pas l'âge où vous êtes enfant et on vous voit en train de vendre, c'est ça qu'on refuse. Mais l'enfant qui est sa maman a transporté, peut-être elle vend des tissus. Son stock au marché est fini.
et elle veut amener du stock. Soit elle prend un Cloboto, un Zim si elle veut, ou bien la maison n'est pas trop loin. Elle dit, ah, enfant, aide-moi, on va te traiter. Ça, personne ne refuse. Elle éduque son enfant. Et l'enfant apprend. Il voit ce que fait sa maman. Mais elle ne va pas dire à l'enfant, ne va pas à l'école. Viens rester avec moi. Et tu prends les tissus là, tu vas sillonner les rues du marché ou tu sors même pour aller voir est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont intéressés. C'est ça qu'on refuse. Le travail des enfants, ce n'est pas compatible avec le droit. D'accord. La NAGEM annonce également la délocalisation du marché d'Antokpa et demande aux femmes d'aller s'inscrire pour trouver de place dans les nouveaux marchés. D'Antokpa délocalisé, le lieu va abriter quoi? Je suis bien heureux que vous ne me demandiez pas est-ce que c'est utile de déplacer d'Antokpa. Mais c'est peut-être parce que vous avez vu le nouveau Wundjiro et vous vous dites que si le président Talon décide de déplacer d'Antokpa, c'est forcément parce qu'il a un projet pour d'Antokpa. Regardez d'Antokpa. Vous l'avez connu, je suis sûr, il y a de longues années. Vous le voyez aujourd'hui dans cet état d'insalubrité. Dans cet état où, s'il y a un problème, par exemple d'incendie, avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent pour intervenir, il y aura eu tellement de dégâts parce que c'est pas construit, c'est pas fait aux normes pour que les gens puissent circuler dedans avec les engins pour aller éteindre le feu. Et l'insalubrité aussi, l'insécurité. Regardez la superficie du lieu qui abrite ce marché. À Wundjiro ici, quand on a voulu faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé les dames. On a trouvé un endroit où on allait les mettre le temps de construire, n'est-ce pas? Dans Cotonou aujourd'hui, là, est-ce que, parce que vous connaissez tous Cotonou, même si vous êtes à Boycon, à Bomé, est-ce que vous connaissez un endroit qu'on peut trouver aussi grand, une superficie aussi grande de libre, en dehors de la mer? Et on va dire, bon, les mamans, les papas, vous qui vendez à Tokpa, vous mettez ici d'abord, pendant 2 ans, 3 ans, le temps de construire un nouveau dans Tokpa. Or, on a commencé à faire de nouveaux marchés. Et en faisant ces nouveaux marchés, on a veillé à mettre plus de place qu'il n'y en avait. Parce qu'on sait que quand on va reloger les personnes qui étaient présentes sur les anciens sites, on va à nouveau, on va intégrer de nouvelles personnes, dont les gens qui étaient à Dantokpa. Et on est en train de faire la galerie marchande à Kouounou, pour 1000 boutiques, où tout ce qui est commerce noble, c'est-à-dire les vendeuses de pain, de bijoux, de parfums, de maroquinerie, les chaussures, les ceintures, les sacs, tout ça va se retrouver à Kouounou. Donc c'est déjà une partie des acteurs marchands de Dantokpa qui se retrouvent là. Et en même temps, on est en train de construire le marché de gros à Calavi, qui est également très dimensionné pour accueillir une certaine activité actuellement présente à Dantokpa. Quand on aura fait tout ça, si éventuellement il reste des gens qui n'ont pas de place dans les nouveaux marchés, ce sera résiduel. Donc à quoi bon laisser ce marché? Déjà en faisant les nouveaux marchés, si on les fait que Dantokpa reste là, on va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Comment ils font de si beaux marchés et ils vont garder un vieux marché comme ça? Mais comme on a surdimensionné les autres, on n'a plus intérêt à garder Dantokpa pour le faire encore marcher. Maintenant, quand il va partir, ce qui vient, c'est ça que vous voulez savoir. Oui. En temps et en heure, on vous dira ce qui vient là et vous allez voir vous-même que c'est un lieu qui restera un lieu actif où il y aura des mouvements de personnes et ça va générer de l'argent pour le pays, de l'argent pour les gens qui seraient installés là. Monsieur le porte-parole, la qualité a un coût. Est-ce que vous pensez que les bonnes dames ont les moyens nécessaires pour peut-être prendre ces places? Elles ont les moyens, mais la qualité a un coût. Le coût ne sera pas ce que vous avez pu entendre. Les 50 000, les 100 000, les 300 000, vous n'allez pas entendre ça. Moi, je sais vous dire que ce que les bonnes dames vont payer, nos mamans, nos sœurs, ce qu'elles vont payer sera bien loin des 50 000, des 30 000 que les gens, 300 000 qu'on a entendu. La démarche de la NAGEM est participative. Là, on discute avec les dames pour leur demander, depuis qu'on a ouvert Kadiaou, et sur les 2 premières semaines, c'est gratuit. Les 2 semaines qu'elles ont passées en juin, elles n'ont rien payé. Mais on leur demande combien vous pouvez payer vous-même par jour pour contribuer à l'entretien. Je dis contribuer à l'entretien. Ce qu'elles vont payer ne va même pas permettre d'assurer l'entretien courant du marché et de payer les frais de réalisation. Comme elles ont donné des prix. Il y en a qui ont dit 300, il y en a qui ont dit 500, il y en a qui ont dit 700 francs par jour. À 700 francs par jour, on est à 21 000 le mois. À 500, on est à 15 000. La NAGEM, en parlant avec elle, va trouver un juste milieu et voir ce qu'elle peut payer
et qui va permettre d'entretenir le marché pour qu'il soit là longtemps et qu'elles aient toujours plaisir à y aller. À quand l'ouverture du marché Rundjulo à Abomey? L'ANAGEM a fait un planning pour les marchés qui sont déjà terminés. Actuellement, on est en train de faire le recensement des personnes qui y étaient. Et après, les tirages au sort vont se faire pour l'attribution des places et les ouvertures vont se faire programmer. Pour que d'ici à la fin de cette année, en tout cas, tous les marchés finis ou qui sont en train de finir, et je sais que Rundjulo va finir bientôt. Le dernier qui va finir autour de la fin de l'année, c'est le marché Ganhi, qui a commencé en dernier, mais qui est très avancé aujourd'hui. Quand vous arrivez à Ganhi, vous voyez très bien qu'il est déjà totalement réalisé. Donc, le temps de faire les finitions, de mettre les étals, on sera peut-être dans le dernier trimestre de l'année. Le programme qui est fait, c'est que d'ici à décembre, tous les marchés finis ou à finir pourront être en service. Donc, vous aurez beaucoup de bonheur à aller dans le Rundjulo nouveau et apprécier ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Nous allons parler à présent politique. Voté et promulgué par le chef de l'État, le nouveau code électoral suscite toujours des remous. Les confessions religieuses s'opposent. Monsieur Wilfried Léandre Ngouedji, quelle est votre analyse, votre appréciation par rapport à cette actualité? Je ne crois pas que les confessions religieuses s'opposent. Ce n'est pas leur rôle. L'opposition s'oppose. Le gouvernement gouverne. La société civile peut interpeller. Donc, le clergé ne s'oppose pas. Le clergé a émis ses préoccupations, son point de vue. Et c'est normal parce que nous sommes en démocratie. La démocratie béninoise, elle fonctionne. Chacun joue son rôle. La société civile s'exprime. Les partis politiques s'expriment, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Donc, ce que le clergé a fait pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de répréhensible, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, le clergé a l'habitude depuis toujours, de se fendre d'un communiqué, d'une déclaration face à tel ou tel sujet d'actualité. Donc, nous, on a pris acte. On s'est rendu compte que le creuset des musulmans se retrouve de votre côté. De quel côté? Apprécie et puis s'oppose à ce qu'a dit le clergé. Mais c'est la démocratie. Certains, les obédiences religieuses ont aussi leurs valeurs, leurs principes. Je sais que chez les musulmans, on dit qu'il faut obéir à l'autorité parce que l'autorité procède de Dieu. C'est ce que les musulmans disent. Et ils considèrent que le code électoral a été voté conformément aux lois de la République et promulgué. Donc à partir de ce moment, il faut le mettre en œuvre. Les catholiques ont dit, j'ai entendu aussi les protestants saluer l'avènement d'un code nouveau et souhaiter appeler à son application. Donc la démocratie fonctionne. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir parce que telle obédience a dit il faut appliquer, tel autre a dit il faut réviser. C'est le jeu de la démocratie et nous prenons acte de toutes ces expressions de position des uns et des autres. Donc une relecture n'est pas d'actualité. Le code a été voté par l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi. Si vous avez des dispositions de ce code que vous jugez utiles à améliorer aujourd'hui, saisissez l'Assemblée, parlez avec vos députés, dites-leur, moi je pense que s'ils sont d'accord, ils pourraient toujours programmer. Ils ont les prérogatives pour faire ça. Le code n'a pas été un projet de loi. C'est vrai que même si ce n'est pas un projet de loi et que le gouvernement pense demain qu'il y a des dispositions pertinentes qu'on peut ajouter ou corriger, oui, la loi elle est dynamique. Mais à l'heure où je parle, cela ne me semble pas être d'actualité. Monsieur le porte-parole, la réorganisation des sojaculteurs et des producteurs agricoles est confiée à la Chambre de l'agriculture. Que comprendre de cette réforme? Le soja et l'anacarde sont aujourd'hui deux produits de grande importance pour nous, pour notre agriculture et pour notre économie. Parce que ce sont des filières qui ont commencé à devenir des filières d'exportation. Et nous avons, depuis 2016, travaillé à propulser la production de ces deux filières. Les rendements sont meilleurs, la production est beaucoup plus importante qu'en 2016. Une bonne partie aujourd'hui est transformée à Glodjibé, une partie est exportée. Mais ces deux filières ne sont pas encore suffisamment organisées comme l'AIC, l'Association interprofessionnelle du coton, qui a une histoire qui date de plusieurs décennies. Si l'interprofession est organisée,
les acteurs sont mieux gérés, leurs intérêts sont mieux défendus. Et le gouvernement travaillait à cela. Et il se fait qu'à l'occasion de sa tournée de reddition de comptes, dans les bassins de production de soja et de l'anacarde, la doléance a été élevée par les populations. Et comme c'était déjà en cours, vous avez observé qu'à peine une semaine après la tenue de cette tournée de reddition de comptes, une décision a été prise parce que c'était déjà en cours. C'est pas en une semaine qu'on a réfléchi, on a regardé, c'était en cours. Et ça montre bien aux acteurs que le gouvernement est soucieux de leurs préoccupations. Le gouvernement aussi pensait déjà à comment améliorer leur situation, leur permettre de s'organiser pour mieux défendre leurs intérêts. Ça va faire que, au bout de quelques temps, grâce à l'action de la Chambre nationale d'agriculture, accompagnée par les services du ministère de l'Agriculture autant que possible, il y aura une meilleure structuration de ces filières. Les acteurs seront connus. Vous savez par exemple que pour le coton, l'AIC peut faire des prêts d'intrants aux cotonculteurs parce qu'il connaît, l'association connaît tous les acteurs. Pourquoi un producteur de maïs aujourd'hui ou de soja ne peut pas avoir les intrants à crédit comme celui de l'AIC? Parce qu'il n'est pas vraiment connu, la corporation n'est pas structurée. Mais demain, quand on aura fait ça, et que l'AIC, l'association interprofessionnelle, je l'appelle comme ça, du soja ou de l'anacarde, peut tenir un registre de tous ses membres. Cette association peut aller lever du financement, peut acheter les intrants qu'il faut pour tout le monde, et chacun aura ce qu'il lui faut. Et à la fin de la campagne, il va payer en nature ou en espèces. Ça leur permet de s'émanciper davantage. On est en train de promouvoir la mécanisation agricole, où le gouvernement favorise l'achat de machines agricoles par les producteurs à moitié prix, c'est subventionné. Une machine qui coûte 15 000, les gens l'achètent 15 millions, les gens l'achètent aujourd'hui à 8 millions 500. Donc pratiquement la moitié subventionnée par l'État. Si les interprofessions sont en place, elles peuvent par exemple mieux organiser les producteurs. Vous allez dans une commune, dans un département, et il y a un certain nombre de producteurs. L'interprofession peut leur dire, les amis, pour être plus efficace, mettez-vous ensemble. Peut-être que vous avez 2 hectares, quelqu'un a 10 hectares, quelqu'un a 3 hectares, et vous n'êtes pas loin les uns des autres. On peut mutualiser, avoir le même matériel agricole, les mêmes machines qui viendront pour vous servir à tous. Alors que si chacun y allait, il va dépenser plus. Dans le cadre de la mutualisation des moyens, vous allez moins dépenser. Parce que si vous louez, par exemple, un tracteur pour la journée, le temps que le tracteur va mettre pour faire les 10 hectares de quelqu'un, il ne mettra pas le même temps pour faire les 2 hectares de l'autre. Mais le prix au jour est le même. Mais si vous êtes ensemble, vous louez pour le même travail. Peut-être que là où chacun devrait débourser 50 000 par jour, on va lui dire de débourser 15 000 ou 20 000. Il a de l'économie. Tout ça, c'est les perspectives qui arrivent et nous sommes convaincus que quand ça va se faire, il y aura un plus dans la vie de nos sojaculteurs et de nos producteurs de noix de cajou. Monsieur le porte-parole, malgré les sensibilisations et la visite guidée à la GDIZ, certains producteurs ou commerçants sont toujours dans la logique de vendre les matières premières dans des pays qui nous entourent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir le prix de cession? Sinon, Glodigbe risque d'avoir des ennuis. Et ces pays n'ont pas forcément intérêt à ce que nous ayons Glodigbe. Ah non, rassurez-vous. Les pays qui ne produisent pas le coton, je dis les pays qui ne produisent pas le coton, qui ne produisent pas le cajou, qui ne produisent pas le soja, mais qui sont de gros transformateurs de ces produits chez eux, ils créent beaucoup d'emplois. Ils créent beaucoup de richesses. Même chose pour les pays qui ne produisent pas le cacao, mais qui fabriquent du chocolat que nous aimons tellement. Vous imaginez toute l'industrie chocolatière, les emballages, les arômes qu'on fait, le nombre d'emplois que ça crée chez ces personnes quand nous vendons nos produits bruts. Donc quand un pays africain, quand un président africain est suffisamment intelligent, ambitieux et dit, moi désormais, je veux que ce que mes producteurs, mes agriculteurs produisent soit transformé chez moi, c'est parce qu'il sait que ça va créer des emplois, il sait que ça va créer de la richesse pour l'économie nationale, et les emplois, c'est aussi de la richesse pour les familles parce que les gens auront leur salaire. Regardez à Glodigbe aujourd'hui, on a au moins 12 000 Béninois qui travaillent là. Il y a 4 ans, il n'y avait pas ça. Donc c'est 12 000 emplois au moins de plus.
Je parle de ceux recrutés, je ne parle même pas de ceux qui sont dans l'administration des différentes entreprises. Je parle des agents qui sont recrutés, qui travaillent dans les usines. 12 000 emplois qui n'existaient pas il y a 4 ans. Et nous disons que d'ici à la fin de cette année, avec les usines qui vont être achevées, c'est autour de 30 000 emplois parce qu'il y aura de nouveaux recrutements. Dans 10 ans, nous disons 300 000 emplois. 300 000 emplois. Si nous n'avons pas les matières premières pour faire ça, vous n'avez pas ces emplois. Or, les enfants du Bénin qui travaillent là, ils viennent de toutes nos communes. Si vous allez à Glodjibé, vous allez voir des gens qui parlent fond. Vous allez voir des gens qui sont d'ethnie Memaki, Dendi, Bariba, Yom, Goun, Mina, Yoruba, Idacha. Vous avez tout ça. C'est un petit Bénin qui est à Glodjibé. Les gens qui avaient l'habitude d'acheter nos produits bruts n'ont pas intérêt à ce que ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si ça marche, ils n'en auront plus. Ou s'ils en ont, ils vont devoir payer un peu plus. Ces personnes passent parfois derrière pour aller voir nos producteurs pour dire « Oh, le président vous dit de vendre votre produit ici. Si vous vendez le produit à 200 francs, nous on est prêt à vous l'acheter à 300 ou 400 francs. Donc vendez-nous ça. » Mais quand ils viennent vous dire ça, ils ne vous disent pas que quand vous allez le leur vendre à 400 francs, vos enfants n'auront plus d'emploi. Vos enfants iront à l'école, ils vont revenir à la maison et dire « Papa, maman, on n'a pas d'emploi. » Et vous allez dire « Ah, les gouvernants ne font rien. » Donc, il y a une petite part de patriotisme qu'on demande à chacun. Le gouvernement veille à ce que les prix de cession tiennent compte du prix de revient, du prix au moins. On ne va pas dire à un paysan, va vendre ton produit à perte. Non. Mais si tu as l'habitude de gagner exagérément, considère que tu apportes une part de patriotisme, de contribution pour que le pays se développe, pour qu'il y ait des emplois ici. Les autres pays qui n'ont pas ça, n'ont pas intérêt à ce que ça marche. Parce que si ça marche chez nous, leurs populations vont leur dire « Mais pourquoi vous ne faites pas alors que le Bénin fait ?» Donc ces pays peuvent faciliter la tâche aux étrangers qui viennent acheter pour dire « Bon, le Bénin ne veut plus, non, ils ont mis des barrages. Nous, on va corrompre leurs agriculteurs pour qu'ils sortent les produits par nos frontières. Vous allez prendre ça chez nous et partir. » Mais il faut avoir de l'ambition pour son pays. C'est ce que le président Talon fait. Et rassurez-vous, ça ne va pas contre les intérêts de nos producteurs. Bien au contraire, on veut leur faciliter la vie. J'ai parlé tout à l'heure de la mécanisation. On met les machines, on met des intrants. En 3 campagnes agricoles, les 3 dernières, à cause de la cherté de la vie et de l'indisponibilité des intrants, nous avons déjà mis pour 120 milliards de subventions pour les engrais. 120 milliards, c'est l'argent de tout le monde. Si on a fait ça, qu'un agriculteur en a bénéficié, il faut qu'il accepte que quand il a fini là, qu'il vende prioritairement ses produits. Ici, il y a des usines qui transforment plutôt que de les faire sortir, que d'autres en profitent, alors qu'ils n'ont pas fait les sacrifices que les Béninois ont fait pour pouvoir leur donner les intrants. Les auditeurs pourront désormais appeler pour faire part de leurs préoccupations 96 96 17 00 ou le 95 76 95 85. Auditeur Alain, bonsoir. Oh, m'écoute, Ruben. Allô? Non, tu es quoi, Bossia? Oh, oui. Et nous avons mis le Nestor Club maintenant. Nestor Club. Sur le Comendalita. Et puis, nous, Médédé, pour nous contenons mon outil, pour nous mettre en pas à checker ta toga, si bien qu'à ça longtemps, on met à fortune, mais nous sommes dans salon. Mais pour nous, mais la fois bloquée, pour dans le boulot, pour concours, d'accord, pour nous. Il y a ce même debout pour tout notre pour comme Lyon, assez douanier quoi, assez policier quoi. Et puis disons, vous voyez déjà dans une police pour dans nos pour quand même oui quand oui bien et quand bien et voilà on a dit pour moi. Mais tout quand ça reste tout bon. Mais quoi les siens pas oui. Pour ça pour même il dit caca il a le boulot il faut y aller non. Attends sorte non ça ouais. Pour nous non les yon non les dit tout caca. Banano matafao a aussi des bois ai ni ga to kan so akwele o le manu se to fo le de me lo ko ni pendo o ni fun gbogbo ni to ga ka sa le wa nbo e wa no mi me to le o lo so sa ro mo lo le ka ti vi gbon yo ni na wa fo to ni ai ni te ko fo ne sa we e a tenu mi ni sa le e yo na tenu me la ko Nestor Club meno 96 96 17 00 95 76 95 85. Auditeur Alain, bonsoir. Non, vi quoi, Bossia?
O mi ku da so mi ton. O wa so en kuno me. Le to ga wa so mo yo e o te pa yan be ito te pa to ro. Ido mi e. Ni ko te no Zambo to wa mi te si wa wa ko be dun. Mara papa Zambo. Oui. Yeah. Oui, ye mo njo nde atepa e wa nde bu into amen. Asoto iye binini. Nere ko wa bo a. No po ye mo na tande we o. E wa yi na to pa si ko de obodo na sesi yo. E wa ye jo na tande wu. Na to pa ki we do. E ka so ti file bo sa do file bo yi ko de ke kan re ari. Wọ́n jẹ́ bá sáàkì yẹ ẹ fi ń lọ fún ẹgbẹ́ mi léèròdè ẹgbẹ́ gbọ́n bó yòbó lákẹ́jú ẹyọ èbòrò àrọ yọ̀yọ́ tí tán jí gbẹ́mílẹ̀ ákìgbẹ́mú yọ̀yọ́ ní kọ́mọ́ kó ẹ̀yà yìí lórí ìrìnàjò akẹ́ńtò jẹ́nẹ́ ní ìsáadé. Un autre auditeur, 96 17 00, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, Nemidego. Non, vi miro ganjiro de. Milo de. Ero miro. Ganchen, mino, yo en lo que half o medio. O medio. Yo tin akumen, ibelo. Do gbenu mi ko to yo papa ko be do. Do gbenu ni kudoko. Nuwe nye tun lo na dokpo ilo nuwe e kan e vivi we do no to ayi do ka mi tolo mi mo tin yo so e tin di kara bo yen so le tin bo po ita ke di o nuwe to ka mi tolo wi wa re yo to ka di ko wa pon on nuwe ba yen no do yen di me do nuwe yin bo nu to ga o e fin le e nya so po ita fo e fin le te mo kaka be le do ka o ti na yo yo wo gege tin dibo e pombo to ga le blo nu le pe yo alo ni na ko ni jo ali e go tin o Carrefour CG2 agbo meji kada boyi kuri kame gbogbo to fo je mi pon re aye ni tie asata de blo ra agbo meji yo mi pon re tie mi pon e blo ro boy kon be tie bo fi wa to bon ka de yo bi ku yo mi pon akini to yo mi wa pon re akile tie les grands Christians pas pour boire terrain sans pas pour mi pour les terrains ni dans les pieds bon mais tout quand ça va se bien mais quelqu'un bon et bien de tout quand à quoi pour et ma quoi yo ni les no quand dit pour dire dans mon soukan et chez monsieur mais aucun rapport mettre 96 17 00 le 95 76 95 85. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous présenter. Et non, il y a un Et là, Milo. Pézimpo. Ah, Pézimpo. Oui. Et couteau à ça. Le couteau tout ça. Tout ça, un coup, non. Oui, tout grand. Il y a des gens de haut sous quoi, mais tout grand. Et il coupe bien yoyin. O emi de jo gbe we n bo ma pon to pe po e ma o fo e le va continue comme bini non e di nous sen et donc nous et on a tient monsieur. On va prendre un tout dernier 96 17 00. Bonsoir. Allô. Oui, vous êtes en direct. Ouais, merci là, mi kudo tozo. Tozo, un kudo, hoto. No, ilo eno, masi pere, Saturne, simple con li. Masi pere. Saturne, simple con li. Oh, ouais, modo, moi, mi ça, t'as dit ben, entendre oui yo. Aussi, jera partir salon, bien, mina doni. Do, na kome on veni, nous, bonumbo. Do, oui, mi mo epo. Obio mi alebo lié dedi. E to gan e na ko me vi dan mo bon fine wa ile yo. We ebro le yo. Ki bo mi gele mi mo ko mo ku yo. E we to gan le ko bro pede bo mu te lo awa mo ro fo bi mo fo na ti. Ye doku me la horo e na tieni. Bo nu e na bo te ma so ai.
quand il faut dire ni quelque comment nous sommes to on les gens qu'on venir et ni quelque bon mi mais ma comment et aller pour les tokai on mi na mo da ho me e veni ni bo ba ko me vi di veni bon bi o ko la to bi ko do ni quelque bon mi no gro to bo e ni bloc pa ko mi déjà Monsieur le porte-parole, c'est la moisson. Je vous ai vu sourire tout le temps. Les auditeurs n'ont pas attendu 2026 pour commencer par porter en triomphe le président Patrice Talon. Interventions. Il y a Zango Michel qui demande à ce que... je vais les répondre. Ok. Bon. Bien, je voudrais remercier tous les auditeurs et en particulier nos amis qui ont appelé pour encourager et dire le bien qu'ils pensent de l'action du président et leur dire que cela nous réconforte et nous allons transmettre, parce que quand on voit les populations qui ne sont pas corrompues par un discours, qui regardent elles-mêmes leur environnement et qui voient qu'il y a une dynamique de transformation témoignée comme je l'entends ici, cela montre que nous sommes dans la bonne direction. Et les doléances sur les projets qui sont en cours, l'assurance que je peux vous donner, c'est que quand le président Talon a autorisé et qu'on a lancé un projet, c'est qu'il est conçu, on a planifié. Parfois, les ressources sont déjà là, totalement mobilisées. Quand ce n'est pas le cas, elles sont mobilisées en partie et la programmation est faite. Les routes qui restent à faire, il y a de nombreuses routes qu'on a déjà lancées aujourd'hui au Bénin. Il y a d'autres qui sont déjà planifiées, au-delà même de 2026. Le président dit, les dirigeants qui vont venir après, il faut qu'ils voient qu'on a préparé le terrain pour eux. Donc les choses qu'on n'aura pas réussi à faire aujourd'hui, mais qui auront déjà fait l'objet de planification, de programmation, les autres dirigeants qui arrivent vont pouvoir les mettre en œuvre. Ce sera le cas ici, ce sera le cas ailleurs, partout au Bénin. On est en train d'asseoir les bases du développement du Bénin. Mais nous sommes un pays qui a ses lois et le président Patrice Talon est respectueux des tests de la République. Les tests seront respectés, y compris en 2026. Et c'est Papa Zanvo qui de tous a posé une question sur Dantokpa, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, reconstruire sans déplacer. J'ai expliqué tout à l'heure, les nouveaux marchés que nous avons construits, ceux qui sont en cours, nous avons prévu plus de places dedans. Avant de les construire, on a recensé le nombre de personnes. Et en refaisant, on n'a pas fait exactement le nombre de places parce que depuis au moins 2018, le président lui-même a expliqué aux marchands de Dantokpa, particulièrement aux femmes, il leur a expliqué que Dantokpa va être déplacé. Ça va être déplacé pour plusieurs raisons. Il y a 50 ans, Dantokpa était là. Cotonou n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Cotonou n'était pas ce qu'il est. Aller à Dantokpa, c'était très aisé. Aujourd'hui, regardez comment ça circule autour de Dantokpa. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, comment ce serait. Avec la dynamique de développement qui est en cours, est-ce que nous sommes sûrs que de façon pertinente, Dantokpa peut être gardé là où il est et continuer à être un marché? C'est pour ça qu'on a anticipé. On a développé des programmes de substitution. Le marché de gros, je suis convaincu que quand le marché là va ouvrir, quand ça va commencer, les gens qui vont dire, oh, il fait mieux vivre ici qu'à Tokpa. Je suis convaincu. Au niveau de Kounou, la galerie marchande, quand on va ouvrir et que les marchandes vont être installées, elles vont dire, oh, il fallait faire ça plus tôt. Mais quand on aura fait ça et partager les gens dans les autres marchés, il restera plus grand monde. Donc on a trouvé solution pour les autres aussi. C'est pour ça que le recensement est en cours. Mais j'ai ajouté, pour faire Hunjuro, pour faire Ganhi, comme on est en train de faire, pour faire Glazoué, on a déplacé les gens parce qu'on a trouvé un emplacement assez grand pour les loger. Dans Tokpa aujourd'hui, si vous voulez reconstruire dans Tokpa, et vous venez dire aux femmes qui sont là, aux hommes qui sont là, mais aux marchands en général, vous venez leur dire, bon, on va reconstruire dans Tokpa, on va vous déplacer. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. Aujourd'hui à Cotonou, vous n'avez aucun emplacement aussi grand, libre, où vous pouvez installer les gens. C'est pas possible. Sauf à aller les mettre sur la mer et leur apprendre à marcher sur l'eau. Vous n'avez aucun emplacement à Cotonou.
Donc, il y a ces problèmes aussi pratiques qu'on a regardés pour développer les solutions. Et maintenant, j'ai dit, quand on aura fait ça, le lieu restera un lieu animé parce qu'il y aura de l'activité commerciale là. Ça va générer de l'argent pour le pays. Ça va générer des emplois. Non seulement on a préservé les emplois de celles qui vendent actuellement au marché d'Antokwa, en les logeant dans les nouveaux marchés, mais on va créer de nouveaux emplois avec les projets qui seront développés sur l'emplacement actuel où se trouve Dantokwa. La dimension culturelle est sacrifiée. Comment ça? Dantokwa n'est pas que un marché, il y a la dimension culturelle, la dimension touristique. Oui. Vous pensez que les nouveaux marchés qu'on fait là, il n'y a pas une part de tourisme dedans? Vous avez déjà vu ça dans quel pays africain? Quand, en tout cas dans notre sous-région ici, quand on a commencé à faire l'Amazone, vous vous souvenez? Toutes les injures, toutes les récriminations qu'on a entendues. Oh, ils ont trouvé de l'argent à gaspiller. Aujourd'hui, l'Amazone fait la réputation du Bénin partout dans le monde. Il y a des gens qui prennent avion 3 jours pour venir au Bénin. Juste pour venir voir Amazone et faire photo. Ils viennent dormir 2 nuits. Et c'est vrai, hein? Demandez aux hôtels. Les hôtels sont pleins depuis un moment. Tous les hôtels à Cotonou, ils ont de l'affluence. À 7h du matin, vous voyez les gens en train de faire photo à Amazone. À 22h, vous voyez des gens parce que c'est éclairé. Ça fait qu'on parle du Bénin partout dans le monde. Demain, les gens viendront voir nos marchés parce qu'ils vont dire, mais comment les Béninois ont fait pour réaliser des infrastructures de cette qualité? Si quelqu'un voit les photos de Hunjuro, il y a 20 ans, 30 ans, avec les paillotes, les baraques là, et dans 3-4 mois, vous lui montrez Hunjuro, vous dites, vous mettez sur Internet que c'est le marché Hunjuro, et vous dites, oh, vous nous blaguez, jusqu'à ce qu'ils vont venir, ils vont pousser leur crédit à venir. Mais comment ces Africains, ces Béninois là, ils font? Donc, la dimension culturelle n'est pas sacrifiée du tout. Du tout. Il y aura toujours de l'activité touristique au Bénin. Regardez, faisons, pour amener les gens. Les gens qui viennent au Bénin, en tourisme, ne viennent pas pour Dantokwa. Ils viennent en tourisme et ils profitent pour aller à Dantokwa pour acheter. Quand ils viendront demain, ils iront dans les marchés modernes, ils iront à Kouounou pour acheter. Ils iront dans les marchés de quartier, que ce soit Toklegbe, que ce soit PK3, que ce soit Wologede, que ce soit Menotin, Kadjeou. Ils iront, que ce soit Gwegamé, ils iront acheter. Parce qu'ils vont voir en plus que, je viens séjourner au Bénin, c'est agréable. En plus, je vais dans des marchés modernes comme quand je suis en Europe. C'est pas sale, c'est propre, bien entretenu. Les gens seront à l'aise. Ils vont parler de ça. D'autres viendront aussi voir. Merci à vous, monsieur le porte-parole. Le DG Anip a déposé les tabliers, mais il paraît qu'il vient toujours au travail selon les nouvelles. Est-ce que c'est vérifié? Vous avez reçu sa lettre de démission? Moi, je n'ai pas reçu. Ah bon? Et je sais que le chef de l'État n'a pas reçu. Il y a un nouveau DG. Ah bon? Depuis quand? Il est nommé dans quel conseil des ministres? Je n'ai pas l'information. Ah Pourtant, bon? moi, j'étais en conseil des ministres la dernière fois, je n'ai pas séché. C'est vous que je n'ai pas vu là-bas. Il est toujours DG Anip? Vous avez un autre? Ah bon? Vous avez un autre DG? Moi, je ne connais pas un autre DG. Donc, le président de la République a refusé sa démission parce que l'information a circulé. Il y a un autre DG nommé et ça a circulé. Vous savez que l'ANIP dépend de la présidence, non? De la République, non? S'il y avait un nouveau DG, on vous aurait dit. Monsieur Niamolinda est toujours là, à ma connaissance. Moi, je n'ai pas reçu de lettre de démission. Je ne pense pas que le président de la République ait reçu une lettre de démission. Non? Donc, c'est vous qui m'informez. Il n'y a pas de changement à la tête de l'ANIP. À ma connaissance, non. Alors, une Française à la tête du Centre hospitalier international de Calavi, Chic. Est-ce qu'il n'y a pas de compétences ici au Bénin? Ah, c'est une Française? Moi, je n'ai même pas cherché sa nationalité. Parce que, c'est vrai, parce que je sais que le souci du président de la République, c'est l'efficacité. On a nommé une DG, mais vous n'avez pas vu que la DG adjointe est une béninoise. Elle, là, par contre, j'ai vu son nom. Je sais que c'est une béninoise. L'autre, en voyant le nom, ça ne m'a pas fait penser à une Française. Mais Madame Djetta, on sait que ça, c'est béninois, non? On a nommé en même temps DG et DG adjoint. Et c'est 2 femmes en plus. Vous voyez, 2 femmes. Symbole fort. Symbole fort. Nous voulons l'efficacité. Il y a 1028 personnes qui vont travailler là, au Chic. 1028 personnes. On a déjà lancé les recrutements. Tous les Béninois qui remplissent les conditions, qui savent qu'ils sont compétents, ils sont sérieux pour travailler là, ils seront retenus. Si on n'a pas les profils ici et qu'il faut prendre à l'étranger pour compléter, on va le faire. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est notre hôpital. Ça va soigner les Béninois, ça va soigner des Africains, ça va soigner des Européens, des Américains,
tous ceux qui viendront ici, parce qu'ils savent qu'au Bénin, il y a un tel hôpital avec des équipements ultra modernes et que nous faisons appel à des professionnels compétents de partout le monde. Si on n'a pas les profils au Bénin, on peut les chercher ailleurs et ils viendront délivrer les soins chez nous. Donc, ce qui est utile, c'est de savoir qu'une telle infrastructure est là, que les maux vont être pris en charge. Et nos populations peuvent être rassurées de savoir que désormais, au Bénin, on peut être soigné correctement. Nous allons boucler cette émission. On a quelques petites minutes, monsieur le porte-parole. On ne va pas quitter ce studio sans parler éducation. Les examens de fin d'année se sont bien déroulés. Les résultats du CPE sont tombés. On attend le BPC, le bac et les autres résultats. Vos appréciations par rapport au déroulement de l'année scolaire? Est-ce qu'il y a un seul parent d'élève qui s'est plaint d'avoir eu une année scolaire normale? 9 mois. Les congés à temps. Les examens à temps. Les compositions à temps. Et en fin d'année maintenant, les résultats qui commencent à arriver à temps. Est-ce que vous connaissez un seul parent d'élève au Bénin? Je ne parle pas d'Abomey, de Boycon. Au Bénin, un seul qui se soit plaint pour dire « Oh, pourquoi Patrice Talon fait que il n'y a plus de grève dans les écoles. Les enfants ne traînent plus dans les rues. Au contraire, ils mangent à l'école primaire et ils sont à l'école tous les jours, normalement, comme dans les pays modernes. » Vous avez entendu quelqu'un se plaindre? Moi aussi, je ne me plains pas. mais je rappelle que en 2018, quand on a abordé ce chantier, oh, Patrice Talon, c'est le mauvais, c'est le méchant. Oh, c'est un dictateur. Oh, aujourd'hui, tout le monde voit. Et les résultats sont meilleurs. Les années scolaires se déroulent normalement. Les résultats sont meilleurs. Avant 2018, le ministre de l'enseignement matériel primaire a montré qu'à partir de 1998 jusqu'en 2017, il n'y a pas eu une année scolaire sans perturbation. Depuis 1998. Et les années scolaires qui devaient durer 9 mois, durent 5 mois. Et à la fin, on court. Ah, on va sauver l'année. Il ne faut pas qu'elle soit blanche. Sinon, on sera impopulaire. Les parents, les enfants n'iront pas à l'examen, les parents vont se fâcher. C'est ce que les gouvernements faisaient. Personne n'avait le courage de faire les réformes qu'il faut pour que l'éducation fonctionne bien. Le président Talon a dit, moi, la responsabilité que les Béninois m'ont confiée exige que je ne pense pas à ma propre personne. Je fais don de ma personne à ce pays pour faire les réformes qu'il faut afin que le pays décolle et que nous améliorions tous ensemble nos conditions de vie. C'est ça ce qu'un dirigeant fait. Quand tu arrives là, tu te penses à toi, il y a des choses que tu ne feras pas même si c'est bon pour le pays. Mais quand tu te dis, moi je viens, je suis comme un tas d'ordures, hein. On peut jeter toutes les ordures, on peut m'insulter comme on veut, mais je vais faire ce que ma conscience me dit de faire qui est bien pour le pays. Je vais faire ce que les populations attendent, même si elles ont peur qu'on le fasse parce qu'elles savent que c'est difficile et que si on le fait, elles vont perdre quelque chose. Mais je vais le faire. Elles vont m'insulter, elles vont me jeter la pierre. Quand je serai parti, même quand je serai mort, les plus honnêtes vont dire « Ah, quelqu'un est passé ici. On l'a vu faire. On ne l'a pas toujours compris, hein. On l'a insulté, mais il nous a fait du bien. » Et c'est ce qu'il fait. Monsieur le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire à tous ceux qui vous ont écouté? Il ne me reste qu'à vous remercier et remercier les populations du plateau d'Abomey dans leur ensemble, les populations du Zou, du Koufo qui nous entendent aussi à travers vous, du plateau, un peu de l'Ouémé et pourquoi pas même de l'Atlantique et du Mono. Et il faut les remercier à travers vous. Merci beaucoup à vous. On espère vous recevoir très prochainement. Avec le même plaisir. D'accord.